Chapitre 26. Il faut l'avouer, les choses jusqu'ici se passaient bien, et j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre. Si la moyenne des difficultés ne s'accroissait pas, nous ne pouvions manquer d'atteindre notre but. Et quelle gloire alors! J'en étais arrivé à faire ces raisonnements à la Lindenbrock. Sérieusement, cela tenait-il au milieu d'étrange... Cela tenait-il au milieu étrange dans lequel je vivais? Peut-être. Pendant quelques jours, des pentes plus rapides, quelques-unes même d'une effrayante verticalité, nous engagèrent profondément dans le massif interne. Par certaines journées, on gagnait 1 lieue et demie à 2 lieues vers le centre. Descentes périlleuses pendant lesquelles l'adresse de Hans et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles. Cet impassible Islandais se dévouait avec une incompréhensible sans-façon, et grâce à lui, plus d'un mauvais pas fut franchi dont nous ne serions pas sortis seuls. Par exemple, son mutisme s'augmentait de jour en jour. Je crois même qu'il nous gagnait. Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau, qui s'enferme entre 4 murs et finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots. Que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles, sinon fous, par le défaut d'exercice des facultés pensantes. Pendant les 2 semaines qui suivirent notre dernière conversation, il ne se produisit aucun incident digne d'être rapporté. Je ne retrouve dans mes mémoires, et pour cause, qu'un seul événement d'une extrême gravité. Il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail. Le 7 août, nos descentes successives nous avaient amenés à une profondeur de 30 lieues, c'est-à-dire qu'il y avait sur notre tête 30 lieues de rocs, d'océans, de continents et de villes. Nous devions alors être à 200 lieues de l'Islande. Ce jour-là, le tunnel avait un plan un peu incliné. Je marchais en avant, mon oncle portait l'un des 2 appareils de Ruhmkorff et moi l'autre. J'examinais les couches de granit. Tout à coup, en me retournant, je m'aperçus que j'étais seul. Bon, pensai-je, j'ai marché trop vite ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route. Allons, il faut les rejoindre. Heureusement, le chemin ne monte pas sensiblement. Je revins sur mes pas, je marchai pendant un quart d'heure. Je regardais, personne. J'appelais, point de réponse. Ma voix se perdit au milieu des cavernes et des échos qu'elle éveilla soudain. Je commençai à me sentir inquiet. Un frisson me parcourut le corps. Un peu de calme, dis-je à haute voix. Je suis sûr de retrouver mes compagnons. Il n'y a pas 2 routes. Or, j'étais en avant, retournant en arrière. Je remontai pendant 1 demi-heure. J'écoutais si quelque appel ne m'était pas adressé, et dans cette atmosphère si dense, il pouvait m'arriver de loin. Un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie. Je m'arrêtai. Je ne pouvais croire à mon isolement. Je voulais bien être égaré, non, perdu. Égaré, ça veut dire qu'on se retrouve. Voyons, répétai-je, puisqu'il n'y a qu'une route, puisqu'ils la suivent, je dois les rejoindre. Il suffira de remonter encore, à moins que, ne me voyant pas, en oubliant que je les devançais, il n'eût la pensée de revenir en arrière. Oh, eh bien, même dans ce cas, en me hâtant, je les retrouverai, c'est évident. Je me répétais ces derniers mots, comme un homme qui n'est pas convaincu. D'ailleurs, pour associer ces idées si simples, et les réunir sous forme de raisonnement, je dus employer un temps fort long. Un doute me prit alors. Étais-je bien en avant? Certes, Hans me suivait, précédant mon oncle. Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour attacher ses bagages sur son épaule. Ce détail me revenait à l'esprit, oui. C'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route. D'ailleurs, pensais-je, j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer, un fil pour me guider en ce labyrinthe et qui ne saurait casser mon fidèle ruisseau. Je n'ai qu'à remonter son cours et je trouverai forcément les traces de mes compagnons. Ce raisonnement me ranima et je résolus de me remettre en marche sans perdre un instant. Combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit.
Ainsi, cette bienfaisante source, après nous avoir désaltérés pendant la route, allait me guider à travers les sinuosités de l'écorce terrestre. Avant de remonter, je pensais qu'une ablution me ferait quelque bien. Je me baissai donc pour plonger mon front dans l'eau du Hansbach. Que l'on juge ma stupéfaction. Je foulai un granit sec et raboteux. Le ruisseau ne coulait plus à mes pieds.